Nicolas Comte, c'est la question qu'on se pose, la sécurisation de ce lieu. C'est la police nationale qui assurait la sécurité de ce feu d'artifice. Alors, j'ai pas de précision sur quel était le dispositif hier soir sur les interdictions de circulation. De manière générale, il y a à la fois une présence de la police nationale pour sécuriser, notamment dans le cadre du plan Vigipirate, un rassemblement important de foule dans une grande ville, et d'autre part, il y a une application de la municipalité qui va prendre les arrêtés interdisant les stationnements, interdisant la circulation. Je ne sais pas quel dispositif était en place, mais quand on fait ce type de dispositif, on fait un dispositif pour qu'il n'y ait pas de véhicules qui rentrent par hasard ou par accident sur un lieu où il y a de la foule. Donc on élargit le périmètre ? On met une barrière, on élargit un périmètre, on met des barrières, petites barrières comme on voit chaque fois qu'il y a des lieux qui reçoivent du public. On met éventuellement des policiers municipaux ou nationaux pour faire la circulation et rediriger les véhicules, mais ce ne sont pas des dispositifs avec des barrières lourdes qui sont destinés à empêcher un camion conduit par un terroriste de pénétrer. Il n'y a pas de plot en béton, il n'y a pas de plot d'acier. Donc rien ne peut empêcher un camion lancé, alors à quelle vitesse on ne le sait pas, mais de pénétrer sur la zone. Si on n'a pas prévu un dispositif disant on va sécuriser un périmètre pour empêcher quelques engins à moteur de pénétrer là-dessus, avec, comme on le voit sur les ambassades qui sont dans des pays à risque, par exemple, des gros pots en béton, des gros pots plots en acier. Non, c'est quasiment impossible. Mais en général, il y a un périmètre élargi. Je pense notamment celui qui était mis en place pour le 14 juillet à Paris, parce que je l'ai vu plus ou moins de près. Il est assez élargi quand même. C'est-à-dire que vraiment autour des Champs-Élysées, mais dans un périmètre d'une centaine de mètres, il y avait des barrières. Donc il y avait s'il y avait la volonté à ce moment-là de venir avec un camion pour percuter peut-être le défilé, forcément le camion aurait été arrêté longtemps avant. Est-ce que c'était le cas là ? Voilà, je pense pas que c'était le cas, parce que je pense qu'on n'avait pas affaire au même événement. Alors je veux absolument pas minimiser ce qui peut se passer à Nice, mais est-ce qu'il y a suffisamment de policiers pour assurer aujourd'hui, avec l'opération Sentinelle, avec la menace terroriste, avec tous ces festivals qui sont organisés en France en ce moment même, des feux d'artifice bien entendu en ce 14 juillet, a-t-on suffisamment de moyens à la disposition des préfets dans chaque région, dans chaque ville, pour assurer la sécurité face à cette menace terroriste? Une sécurité totalement étanche, non. Et de toute façon, de manière générale, il faudra faire des choix. Nous le disons depuis 2015. Dans les années qui viennent, il va falloir faire des choix, y compris budgétaires. C'est-à-dire que si on considère que à un moment donné, il faut faire porter l'effort de manière extrêmement importante sur la sécurité, ça se fera forcément budgétairement au détriment d'autres choses ou avec des impôts supplémentaires. Mais il faut bien comprendre que ce type d'acte terroriste, c'est un acte terroriste low cost et c'est un acte terroriste facile. C'est-à-dire que moi je me souviens que quand il y a eu la tentative d'attentat contre le Thalys, il y avait des débats sur faut-il mettre des portiques devant les trains, ce qui à mon avis n'avait strictement aucun sens, parce que ils vont frapper s'ils veulent frapper là où il n'y a pas de protection, là où ils peuvent frapper. Ils n'ont pas frappé les fan zones, par exemple, qui étaient ultra sécurisées. Absolument. Et si demain on arrive... Pardon, quand même, dans les trains, alors écoutez, moi je prends le train très souvent, vraiment, la sécurité... Il n'y a aucun contrôle dans les trains. Non, mais le portique devant le train ne servirait pas à grand chose. Parce que si on tape pas le train, on tape le métro. Si on tape pas le métro, on tape un centre commercial. Est-ce qu'on peut pas faire des contrôles aléatoires dans les trains? Si, bien sûr, on peut faire, et on a intérêt, et c'est une des réponses, c'est effectivement d'avoir une présence policière importante sur la voie publique, dans les trains, dans les lieux publics, pour pouvoir prévenir tout ça. Mais il est vrai que la meilleure des protections, c'est le renseignement qui permet de les détecter en amont, et il y a un certain nombre d'actions terroristes qui ont été empêchées, d'ailleurs, ces derniers mois, ces dernières années. Malheureusement, j'allais dire, il y a forcément à un moment donné, on peut pas s'en satisfaire, mais il y a à un moment donné des gens qui passent à travers les mailles du filet, surtout quand effectivement ils paraissent peu détectables. J'ai pas d'informations sur le profil de cette personne, mais il semblerait qu'effectivement elle était pas forcément connue. Voilà, connue défavorablement des services de police, mais pas pour des questions terroristes. C'est une première étape. Mais tous les délinquants de il y en a des milliers des mecs qui sont connus défavorablement. Oui, mais il faudra voir s'il est passé en prison. Est-ce qu'il y a une radicalisation en prison? Parce que quand même, le problème français, c'est la radicalisation en prison. Ce qui fait qu'on se retrouve quand même sur notre territoire avec des gens très dangereux. La prison a toujours été l'école du crime. Donc quand en prison, il y avait énormément de braqueurs, les types qui sortaient, les petits délinquants, ils devenaient braqueurs. Aujourd'hui, ils ont tendance à devenir djihadistes. Je vais revenir, Nicolas Comte, sur les annonces de Manuel Valls. Donc effectivement, ce deuil national, mais aussi le prolongement de l'état d'urgence. Alors, en même temps, cette attaque a eu lieu alors que l'état d'urgence est encore là, jusqu'au 26 juillet. Ça sert à quoi l'état d'urgence? Ça nous protège vraiment?
L'état d'urgence aujourd'hui donne pas de moyens vraiment particuliers que ne donne pas la loi. C'est-à-dire que jusqu'au mois de juillet, il fallait l'état d'urgence pour un certain nombre de choses, de fouilles de véhicules, de perquisitions de nuit, etc. Il y a une loi qui maintenant prend en compte ces dispositions-là. Et d'autre part, il faut savoir que on avait un état d'urgence light ces derniers mois parce qu'il y avait les assignations à résidence, mais il n'y avait pas les perquisitions de nuit. Par contre, ce qui est étrange, c'est que on comprend mal pourquoi hier matin la situation permettait d'enlever l'état d'urgence et qu'elle ne le permettait pas hier soir. Certes, il y a eu un attentat, mais tout le monde connaissait la menace. Donc la menace, elle n'est pas plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier matin. La menace, elle est extrêmement importante depuis plusieurs mois et probablement encore pour de nombreux mois. Bien sûr, mais je ne sais pas si c'est l'état d'urgence qui est le dispositif le plus adapté en termes d'efficacité. Maintenant, si on les frappe sur des théâtres extérieurs comme la Syrie, par exemple, ils cherchent à nous frapper ici. Si on nous dit qu'on est en guerre, il faut effectivement s'adapter à un état de guerre. Qu'est-ce que vous préconisez alors, pardon? Moi, j'ai malheureusement pas de solution miracle. Si j'avais une solution miracle, je serais pas syndicaliste policier, je serais ministre de l'Intérieur. Oui, mais Nicolas Comte, est-ce que les policiers sont sensibilisés aux différents modes opératoires que Daesh peut utiliser? On sait que le patron du renseignement intérieur en France disait récemment que Daesh allait passer au stade des véhicules piégés, des engins explosifs, que l'attentat à l'aide d'un véhicule s'était préconisé depuis septembre 2014. Il y a eu les kamikazes, il y a eu les fusillades, il y a maintenant ce camion qui fonce dans la foule. Est-ce que vous vous êtes sensibilisé à cela ou est-ce que on peut avoir l'impression que finalement on subit à chaque fois on est sensibilisé à un certain nombre de choses en fonction des renseignements dont disposent les services spécialisés. On a eu un certain nombre d'informations, par exemple pendant l'Euro de football, sur des pièges ou des choses suspects qu'on était susceptible de trouver. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il ne s'est rien passé, et par contre, il est vrai que les menaces de Daesh, ce sont effectivement les véhicules, ce sont les attaques au couteau. On le sait. D'un autre côté, c'est extrêmement compliqué. Sachant que les policiers sont eux-mêmes ciblés. C'est pour ça que ce qui s'est passé à Magnanville. Absolument. C'est pour ça que mes collègues, de toute façon, et bien évidemment, ils prennent pas ça à la légère. Ils sont de manière permanente en éveil par rapport à ça. Mais l'éveil, l'alerte permanente, à un moment donné, ça peut s'émousser, et rien ne ressemble plus à quelque chose de banal qu'un camion dans une rue, qu'une voiture, que quelqu'un qui se promène et qui peut avoir un couteau. Pour protéger les Français de cette menace terroriste, on a quoi? On a le plan Vigipirate. Alors le niveau Vigipirate attentat a été mis en place. Bernard Cazeneuve l'a annoncé tôt ce matin dans les Alpes-Maritimes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, la menace se déplace. C'est la première fois qu'une attaque massive a lieu en province. Rappelons quand même que Mera avait frappé à Toulouse, mais c'est la première fois qu'on a autant de morts dans un attentat en province en France. Ensuite, il y a l'état d'urgence, et puis il y a aussi cette opération Sentinelle. Les autorités semblaient nous dire que cette opération allait être allégée, avec moins d'hommes. Est-ce que cette opération, elle est utile? Est-ce qu'il faut l'alléger? Est-ce qu'il faut la renforcer? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le policier? Elle est utile, Sentinelle, mais tout dépend ce qu'on fait des militaires qu'on va utiliser dans Sentinelle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin, dans un certain nombre peut-être de grandes villes, d'avoir une présence opérationnelle sur le terrain. Donc, quand on a des militaires de Sentinelle qui sécurisent un quartier, pourquoi pas? Quand on a des militaires de Sentinelle qui vont garder des potes cochères, c'est peut-être pas forcément extrêmement utile, parce que on ne peut pas mettre de toute façon une surveillance armée devant toutes les portes de tous les lieux sensibles. Alors la police là-dessus, elle a surtout une mission de renseignement, parce que à partir du moment où elle peut faire remonter les renseignements qui vont servir au ministre de l'Intérieur à prendre une décision, par exemple d'expulsion pour des imams qui seraient étrangers et qui auraient des prêches radicaux, on peut également décider de fermer ces lieux, parce qu'il y a des réglementations, on peut pas recevoir du public n'importe où et faire n'importe quoi n'importe où. On peut penser que certaines fois la volonté politique n'a pas été là, et d'autre part elle n'a pas été là pendant très longtemps, la volonté politique. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend la mesure du problème. Pendant longtemps on a surveillé ces lieux, pendant longtemps on a considéré que c'était pas mal qu'ils puissent continuer à fonctionner parce que ça permettait d'infiltrer du renseignement à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est pas forcément là qu'il se dit beaucoup de choses.